Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui donc ici à Carpe Diem. Je suis Jean-François Delorme, je suis partenaire chez DXC en charge de la practice paiement, dans les paiements depuis bien longtemps. Et on voudrait partager avec vous aujourd'hui ce qui se passe vraiment dans le monde des paiements, quelles sont, comme l'a dit Fatih, les disruptions, les grands changements qui sont en cours, qu'est-ce qui est en train de se passer sur les trois piliers qu'on a évoqués, les nouveaux usages, les nouvelles réglementations et les nouvelles technologies, avec les présentations de témoignages qui apparaissent ici, donc avec Stet, Rodolphe Meyer, Jeremy Bliss qui arrive pour nous parler d'Icon Solutions et d'une solution sur les paiements instantanés. Le cabinet Aramis qui va faire un point sur l'actualité juridique. Clément Cœurdeuil de Budget Insight qui est un intégrateur et qui a des solutions très intéressantes sur un hub d'API. Et puis on illustrera ensuite en partenariat avec CA Technologies une sandbox et donc un cas d'usage qu'on a développé. Donc c'est à la fois un cas d'usage client et c'est aussi la mise en œuvre de technologie. Donc je pense que ça sera très éclairant pour conclure cette matinée. On va essayer de finir à 11h30. On se fixe comme objectif de finir à 11h30. Ça va être ambitieux compte tenu de la qualité de ce qu'on a partagé ensemble. Mais on va garder ce rythme. Alors aujourd'hui, pour introduire ce sujet sur les paiements, comme on le disait, il y a une... merci. De grands changements qui sont en cours dans les paiements. On va expliquer lesquels, on va vous partager avec vous quels est selon nous les grands facteurs, les grandes causes de changement dans les paiements. Et je trouve que pour éclairer ces causes, c'est intéressant de voir d'où on vient. Et je reprends là un mot qui était utilisé par un ancien administrateur du groupement des cartes bancaires qui disait que le paiement, c'était autrefois un jardin à la française. En tout cas, jusqu'à maintenant, ou quelques années, c'était un terrain de jeu où les rôles des uns et des autres étaient très définis, tout était tracé au cordeau et chacun était dans son rôle. Il y avait une complémentarité du rôle et une certaine volonté d'équilibre, voire même de partage de la valeur entre les différents acteurs dans quelque chose de bien pensé et de bien organisé. Pour analyser ce qui est arrivé à ce jardin à la française et comment il s'est transformé, on se propose de parcourir avec vous la chaîne de valeur des paiements. C'est-à-dire comment on construit un paiement, finalement comme tout produit, depuis la production du paiement jusqu'à la relation client avec, entre les deux, des canaux d'intermédiation. Les banques sont dans cette partie d'intermédiation, elles utilisent des chaînes de paiement, des usines de paiement, et elles ont également la relation client. Et justement, dans le monde d'hier, la relation entre le client et la banque était univoque. Un client avait une banque, et dans une banque, il avait d'ailleurs généralement un moyen de paiement. Et la banque avait ses propres usines de paiement ou sous-traitait, mais en tout cas, on était dans un monde simple, d'où le jardin à la française, où derrière les rôles des uns et des autres étaient très organisés et très définis. Le monde d'aujourd'hui, il ressemble à ça. Alors, la banque est toujours présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, mais on voit tout un tas de nouveaux acteurs qui, pour des raisons très légitimes, sont présents sur cette chaîne de valeur et dans l'esprit des clients, des utilisateurs, en fait dans l'esprit du marché, eh bien, ces différents acteurs, pour une raison ou une autre, ont quelque chose à dire autour des paiements. J'en prendrai juste un pour exemple, qui n'est pas une banque, mais qui est Starbucks Coffee. Donc qui fait du café et qui distribue, qui vend ses cafés. Eh bien, Starbucks Coffee a lancé une carte prépayée qui a un grand succès, notamment aux États-Unis. Eh bien, le montant total des dépôts sur la carte prépayée Starbucks Coffee est supérieur au montant des dépôts d'une banque américaine de taille moyenne. Et pourtant, ce n'est pas une banque. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on voit que ces acteurs, et certains sont présents dans la salle, ont quelque chose à dire sur les paiements. Alors, est-ce que ça veut dire que le paysage d'aujourd'hui, c'est un paysage où ce beau jardin à la française et cette banque-là, que vous voyez représentée ici, est en train de partir en miettes et de partir en briques avec tous ces acteurs qui viennent d'une manière ou d'une autre interférer sur la chaîne de valeur. Alors, on va analyser les causes qui conduisent à cette fragmentation. Et nous, on voit trois causes. Donc, finalement, notre démonstration, c'est de dire que les changements profonds sont en cours dans les paiements.
ces changements impactent la chaîne de valeur des paiements et ils trouvent leur origine dans 3 causes qui sont précisément les 3 piliers qu'on va regarder plus loin dans notre exposé. Les causes sont des nouveaux usages, de nouvelles réglementations et de nouvelles technologies. Alors, de nouveaux usages, on voit nous 2 axes qui vraiment expliquent en quoi les nouveaux usages transforment les paiements. Le premier, c'est l'immédiateté et la mobilité. L'immédiateté, maintenant, fait partie des offres. Par exemple, là où on pouvait avoir un crédit à 2,3%, maintenant, une offre, c'est le crédit en 5 minutes. C'est-à-dire que l'immédiateté de l'offre fait partie de la proposition. Et si on poursuit d'ailleurs sur cette image, imaginez un crédit auto distribué par un concessionnaire, où autrefois on pouvait aller chez un concessionnaire, apporter sa carte d'identité pour acheter un véhicule et le financer à crédit, apporter ensuite des justificatifs de domicile, imposition, bulletin de salaire, etc. On avait la réponse 3 jours après, on demandait à sa banque un chèque de banque et on venait chercher le véhicule une semaine après en ayant fait par le chèque de banque le paiement initial et le complément était à crédit. Eh bien, aujourd'hui, le crédit en 5 minutes, c'est la même histoire, mais la connaissance client, le KYC en fait, la carte d'identité, elle va se faire immédiatement par un système qui va aller chercher sur des sources multiples, vérification à la fois de l'identité de la personne, mais son inscription sur des listes diverses, etc. La domiciliation ou les éléments qui étaient présents sur les relevés de banque qu'on apportait, eh bien, ils seront disponibles alors peut-être aujourd'hui en web scrapping, ultérieurement sous d'autres formes, mais on peut les trouver de manière ouverte. Au passage, on peut noter que la photocopie, c'était un peu l'ancêtre du web scrapping, finalement, où en lisant le papier, on retrouvait les informations sur les données du client. Et puis peut-être qu'un paiement instantané va ensuite permettre de faire l'équivalent de ce que permettait de faire le chèque de banque. Et donc, ce qui prenait une semaine, on l'a concentré en quelques minutes, en faisant apparaître et en imbriquant différents acteurs pour offrir un nouveau service. En fait, j'ai dévoilé la suite d'ailleurs. Notre conviction, c'est que cet éclatement de la chaîne de valeur conduit à créer de nouveaux services par imbrication des différents acteurs. Voilà. Je vais aller un petit peu plus vite. La mobilité, évidemment, le téléphone mobile est maintenant le lieu d'interaction et donc lui aussi conduit à une forme d'effacement du paiement derrière le device. La mobilité, c'est aussi la mobilité des clients qui sont maintenant plus mobiles entre les différents acteurs avec lesquels ils étaient précédemment engagés de manière plus univoque. Voilà. Un autre point très important, c'est que le paiement est invisible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paiement rentre dans un cycle d'achat. C'est-à-dire qu'autrefois, on achetait quelque chose et puis après, on passait à la caisse, ce qu'on a dans un premier temps dupliqué sur le e-commerce, où on remplit son panier et on payait à la fin. On voit bien que maintenant, avec des systèmes one-click, il n'y a plus ce système-là. En fait, on achète, c'est juste ça qui intéresse le consommateur, et le paiement est inclus dans ce parcours. De même qu'on peut dire qu'autrefois on prenait un taxi puis à la fin on essayait de payer avec une carte. Aujourd'hui, quand on utilise Uber, on dit simplement qu'on va d'un endroit à son lieu de destination et quand on est arrivé, on a rempli la prestation qu'on a demandée et donc on a payé. Et le paiement disparaît quelque part puisqu'il est intégré dans ce parcours. Et donc ça contribue à faire éclater la chaîne de valeur puisque finalement celui qui vend le service est premier pour faire sa proposition de valeur. Et donc la banque disparaît quelque part dans ce cycle de paiement. Sur les nouvelles régulations, on a quelque chose qui tourne autour de la donnée personnelle, que ce soit sur les KYC, sur GDPR, sur l'identité numérique. Là, pour aller vite, notre conviction, c'est que les choses vont devenir très complexes sur ce sujet-là. Et il va probablement apparaître de nouveaux acteurs, soit d'agrégation d'identité numérique, soit d'intermédiation, parce qu'on ne pourra pas se souvenir ou gérer une dizaine ou une centaine d'identités numériques ou gérer, comme le prévoit la GDPR, une centaine de relations avec des prestataires à qui on a donné des autorisations, on a donné son consentement pour l'utilisation de services de manière différente. Donc ça va être très complexe. Et donc la manière dont on va gérer ça va conduire à un éclatement de la chaîne de valeur ou alors à l'apparition de nouveaux acteurs. Sur la DSP2 et l'open banking, on y viendra plus en détail après, mais clairement, là, on a des nouveaux acteurs régulés qui apparaissent et qui se situent justement à ce niveau de canaux d'intermédiation.
Et puis on voit que les nouvelles technologies également contribuent à secouer cette chaîne de paiement. On a cité ici les API, ce n'est pas une nouvelle technologie. En revanche, la manière d'utiliser les API et une approche par hub de API, comme on va l'illustrer tout à l'heure, ça je crois que c'est très nouveau. Et ça crée vraiment quelque chose de nouveau pour jouer dans ce terrain de jeu. Je pense aussi à la robotisation, notamment la robotisation sur les KYC, la capacité à aller chercher sur des sources multiples des informations et de les rapprocher de manière immédiate, précisément pour répondre aux besoins d'immédiateté. Ça aussi, ça déstructure cette chaîne de valeur. Donc, des changements profonds sont en cours sous l'influence de trois causes majeures, et tout ça, ça crée un nouveau terrain de jeu. Pour ce terrain de jeu, toujours sur la même présentation, eh bien, il y a des acteurs. Donc, notre idée, c'est un petit peu une pièce de théâtre. Finalement, on a des acteurs, une règle du jeu, une partition à jouer. Hein. Donc, on va regarder quels sont les acteurs sur ce terrain de jeu. On a l'utilisateur qui, donc, sous la DSP2, prend l'acronyme de PSU, Payment Service User, et l'utilisateur a une ou plusieurs banques. Hein. Ces banques, toujours sous la DSP2, prennent le titre d'ASPSP, Account Servicing Payment Service Provider, ce qui leur donne également un statut leur permettant d'opérer sous les autres statuts qu'on va voir actuellement. La DSP2 prévoit aussi, quelque part, cette espèce d'interstice dans la chaîne de valeur, puisque les banques ont l'obligation d'ouvrir leurs données aux prestataires tiers qu'on va voir maintenant. Le premier prestataire tiers qui existait déjà précédemment sous le vocable de PSP, hein, le Payment Instrument Issuer Service Provider, maintenant, PIISP, hein, et finalement le gestionnaire de compte qui aura la capacité sous la DSP2 d'aller interroger le teneur de compte sur la disponibilité des fonds. On a deux autres statuts qui apparaissent, deux types de prestataires, qui sont l'Account Information Service Provider, donc qui est finalement l'agrégateur de compte, celui qui va pouvoir remonter les informations sur le compte, et le Payment Initiation Service Provider, PISP, qui lui va pouvoir, toujours au nom du client, donner l'information à la banque pour réaliser une opération. Voilà. Et ces trois statuts sont reconnus sous le nom de Third Party Provider, les TPP, sachant encore une fois que les banques ont par nature le statut qui leur permet d'opérer également sous ces trois vocables. Alors c'est important de rappeler ça parce que finalement on a des acteurs hein, pour jouer dans cette pièce. On a également un cadre très important avec la DSP2 qui justement fixe les règles, avec un agrément également qui est donné en France par l'ACPR et qui permet d'agréer ces nouveaux acteurs. L'ACPR qui, comme les autres autorités des différentes communautés, remonte cette information à l'EBA, ce qui est l'EBA qui permet de communiquer aux différentes parties quels sont les prestataires agréés pour jouer dans ce jeu-là. On a également des interfaces et des standards techniques. Alors on a les RTS, hein, dont on attend encore la publication, mais donc ces règles techniques de sécurité qui permettent finalement de déterminer quelles sont, et qui fixent les règles d'authentification fortes, notamment entre l'utilisateur et sa banque, mais aussi entre l'utilisateur et les TPP, et également la manière dont l'utilisateur, via les TPP, va pouvoir réaliser une opération ou remonter des informations à sa banque. C'est ce qui figure ici en pointillé, donc sans rentrer dans le détail. Hein, vous savez qu'il y a un délai de 90 jours où le TPP demande une autorisation, enfin une autorisation forte est réalisée entre l'utilisateur et sa banque, en retour de laquelle le TPP reçoit un token qui lui permet pendant 90 jours de continuer à faire des opérations au nom du client auprès de sa banque. Donc là, on a un cadre qui fixe les règles du jeu. On a également des API, donc qui ne sont pas, elles, obligatoires, mais qui s'imposent, je dirais, hein, comme le moyen technique le plus évident pour réaliser ce qui est attendu. Et les API qui permettent justement d'échanger des informations et de faire fonctionner des applications entre les différents mondes, donc des fournisseurs tiers, de la banque et des autres banques. Encore une fois, n'oublions pas que la banque peut elle-même agir comme un acteur tiers et aller chercher de l'information dans une autre banque qui serait, dans ce schéma-là, la banque B.
Et puis, dernière chose, on pense aussi qu'on a des infrastructures interbancaires efficientes et efficaces et qui, dans les semaines qui viennent et puis les mois à venir, suivant les communautés, mais qui vont ouvrir des possibilités d'instant payment. Et on pense que précisément Instant Payment répond à ce besoin des clients d'instantanéité. Et donc cette capacité à intégrer Instant Payment dans la chaîne de valeur, ça nous semble aussi un élément très important pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et donc, je me répète, on a des acteurs, on a une règle du jeu, on a des standards, on a des infrastructures interbancaires efficientes. Donc on a tout pour que finalement les acteurs puissent jouer sur ce terrain-là, avoir de nouvelles offres et développer des stratégies. Des stratégies de montée dans la chaîne de valeur, des stratégies de centralisation et de fourniture de services pour des tiers, ou des stratégies partant d'une relation client pour descendre plus profondément dans la chaîne de valeur. Alors, qui sont les acteurs, qui sont les entreprises? Quelles sont les entreprises qui peuvent jouer sur ce terrain de jeu? On les a regroupées en quelques thèmes. D'abord, partant du haut, finalement, tous ceux qui sont légitimes pour parler aux clients, tous ceux qui sont proches de la vie quotidienne de l'utilisateur final, les commerçants, donc finalement ceux qui répondent à des besoins de base, se nourrir, s'équiper, voilà, des commerçants, des e-commerçants, communiquer, se divertir, interagir, donc des GAFA, les telcos, les transporteurs aussi, le monde de l'énergie. On a au milieu également des acteurs qui, eux, sont dans l'intermédiation, donc ceux qui, comme Budget Insight, qui va nous rejoindre, dont le métier est d'agréger des données de différentes sources, des néobanques ou des fournisseurs de nouveaux services. Et puis, on a les acteurs traditionnels, évidemment, les banques, donc qui, eux, peuvent être présents partout dans la chaîne de valeur, mais les banques, les usines de paiement, les réseaux. Et puis également, je pense que c'est important, les fournisseurs de solutions, notamment de solutions d'authentification, de tokenisation, donc on pourrait mettre Touch ID par exemple à ce niveau-là. Le fait de pouvoir, grâce à un appareil, authentifier l'utilisateur, c'est une contribution forte à la chaîne des paiements. On pourrait mettre aussi celui qui un jour aura le directory qui fait le lien entre un numéro de téléphone et une identité bancaire et des coordonnées bancaires, par exemple, qui sera probablement à ce niveau-là, a quelque chose de très important et de très fort à apporter à l'ensemble de la communauté. Et tout ça est, je dirais, animé par les fintech, les startups. Voilà, je vois David dans la salle qui représente ce monde qui apporte qui stimule ce terrain de jeu. Alors, je voudrais illustrer maintenant comment, sur ce terrain de jeu, avec ce qu'on a vu, donc des règles, des normes, etc., comment on peut arriver à bâtir une offre. Parce que finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce que les clients achètent. Et je vais prendre deux exemples pour illustrer ça, et je pense que ça préfigure le nouveau monde des paiements. Le premier exemple, c'est le compte nickel, qu'on connaît tous. Et si on regarde bien comment le compte nickel joue avec tous ces acteurs, eh bien, le compte nickel, c'est quelque chose qu'on se procure chez un buraliste. Donc le réseau de distribution, c'est un buraliste, c'est le réseau des buralistes. Le client va acheter un blister dans lequel se trouve une carte Mastercard. Donc il achète un produit qui est le compte nickel. Et puis après, le client scanne ses documents d'identité, carte d'identité, différents éléments liés au KYC. Et là, il ouvre un compte à la financière des paiements électroniques. Donc en fait, il devient client d'un PSP, d'un établissement de paiement. Établissement de paiement qui est obligé de s'adosser à un établissement bancaire qui détient les comptes de cantonnement. Donc derrière, on a une banque qui, jusqu'à maintenant, est Arkea, et ce qui lui permet d'émettre un moyen de paiement qui est une carte Mastercard. Et donc on voit que pour une promesse assez simple, qui est de dire finalement on offre en proximité à des clients qui ont un accès faible à la bancarisation, la possibilité de repartir rapidement avec un RIB et une carte, enfin, je crois que c'est la promesse du compte nickel, et bien finalement là derrière on a assemblé un réseau de distribution buraliste, la vente via une marque nickel, l'ouverture dans un établissement de paiement qui est la financière des paiements électroniques, la gestion d'un compte de cantonnement dans une banque et l'émission d'une carte interbancaire. On pourrait même aller plus loin parce que pour utiliser cette carte, on va chez un commerçant qui lui-même a un compte dans une autre banque. Donc on voit qu'on a assemblé en fait des briques très différentes.
Une autre illustration inspirée d'une start-up qu'on aime beaucoup chez DXC, qu'on connaît bien, qui s'appelle Birdicent, et qui se propose de faire de l'épargne en faisant des paiements à l'arrondi supérieur. Alors ce que je vais décrire, ce n'est pas tout à fait leur mode de fonctionnement, mais c'est ce qu'ils pourraient faire en tout cas après la DSP2. Leur offre s'adresse à une clientèle jeune, donc imaginez un jeune qui va voir son établissement dans lequel il a un compte d'épargne et on lui dit chaque fois que tu dépenses, tu vas pouvoir en t'amusant mettre un peu d'argent de côté, donc chaque fois que tu dépenses, eh bien, on va faire l'arrondi à l'euro supplémentaire et la différence, ça va aller sur le compte d'épargne que tu as chez nous. Parfait. Ça, c'est la promesse de l'établissement dans lequel cette personne a un compte d'épargne. En fait, la banque qui a vendu ça n'opère pas le système parce que derrière, on va vouloir animer ça avec une présence sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, c'est un fournisseur tiers qui va opérer ce système. Dans ce cas-là, Birdicent, qui justement se voit très bien dans ce rôle de canal d'intermédiation. Ce gestionnaire d'offres va donc enrôler le client, va l'animer, va lui envoyer, va faire des liens sur Facebook, va lui permettre de faire des posts pour dire à ses amis qu'il a rejoint Birdicent et qu'aujourd'hui il a économisé 50 centimes parce que son McDonald's à 12,50 €, et bien finalement il a payé 13 €, il a mis 50 centimes sur son compte d'épargne. Donc il y a toute une partie animation. Et comment ça se passe concrètement ? Derrière, le gestionnaire va utiliser un agrégateur de comptes pour remonter sur les autres comptes qui ne sont pas ceux dans lesquels la personne a son compte d'épargne, qui sont tous les comptes où il peut avoir un moyen de paiement. Donc l'utilisateur aura donné ces informations et autorisé, bien sûr, à remonter ces informations. Donc on va aller voir tous les autres comptes, relever toutes les opérations, voir le paiement McDonald's à 12,50 €, faire le calcul assez simple, dire 12,50 €, ça veut dire qu'on peut mettre 50 centimes en faisant l'arrondi à l'euro supplémentaire, et justement, après, lancer une initiation de paiement, donc là on reconnaît l'autre fonction de PISP, pour faire un virement vers le compte d'épargne. Donc cette promesse qui est très simple de dire finalement amusez-vous, épargnez en dépensant, quand vous dépensez 12,50 €, il y a 50 centimes qui va vers votre compte d'épargne. Voilà, ça c'est typiquement une offre qui va parler au marché, qui va parler à l'utilisateur final et qui pourrait être réalisée, assemble, et bien donc là un réseau de distribution qui est le réseau de l'établissement du compte d'épargne, un gestionnaire d'une offre qui utilise les réseaux sociaux, une fonction d'agrégation, une fonction d'initiation de paiement, et puis le gestionnaire du compte d'épargne qui reçoit les fonds. Voilà, donc on pense que le paysage des moyens de paiement qui est en train de s'installer, c'est ça. Et donc ce qu'on va illustrer par la suite, c'est des outils qui permettent de réaliser ce genre de choses. On pense également que les différents acteurs vont pouvoir avoir des stratégies différentes sur ce terrain de jeu. Si je prends en haut, ceux qui sont en contact avec les clients, il est très probable qu'ils aient envie, mais là c'est à chacun de déterminer en fonction de sa stratégie, mais il est très probable qu'ils aient envie de descendre dans la chaîne de valeur. Que par exemple un retailer, un commerçant qui gère une relation de fidélité avec ses clients ait envie d'aller plus loin et de rapprocher la fidélité des opérations de paiement. Des opérations de paiement chez lui et chez les autres. Donc ait envie d'utiliser justement cette capacité à agréger pour avoir plus d'informations. Il est probable qu'une entreprise dans le transport ait envie de parler transport, enfin déplacement avec ses utilisateurs. Et donc au lieu de parler de moyens de paiement, on parlera de dossier de voyage. Donc on dira dans votre dossier de voyage, vous avez des moyens de paiement certes, mais vous avez aussi un bon de réduction et vous avez 15 € de réduction parce que le dernier train que vous avez pris, par exemple, était en retard. Et ça, c'est dans votre dossier de voyage. Donc on va parler dans l'univers de l'acteur plutôt que parler de moyens de paiement. Et ça, c'est ce que le client attend. On peut imaginer que dans les cercles du milieu, certains agrégateurs vont vouloir rester purement agrégateurs en marque blanche ou vont vouloir rentrer plus dans la relation client. C'est aussi probablement la tentation des néobanques qui ont envie d'avoir leur propre clientèle et de parler directement à la clientèle. Et puis, comme on l'a dit aussi, quand on est fournisseur, par exemple, de solutions d'authentification, il y aura certainement la tentation de parler plus loin aux clients. Je citais Touch ID parce que je pense qu'effectivement, l'authentification sur mobile, c'est une brique très importante sur les paiements. On voit que Apple, qui fournit Touch ID, il est aussi très présent justement dans les GAFA, il est très présent dans la relation client. Donc, il est déjà présent sur deux bouts. Alors qu'il me semble que d'autres opérateurs, je sais pas, comme Samsung, qui activent aussi des systèmes d'authentification, eux, à ma connaissance, sont plus dans
dans la couche basse de fournisseurs de services et cherchent moins à rentrer dans la relation client. Mais bon, c'est leur stratégie, ça reste encore à prouver. Donc voilà, notre conviction, c'est que le monde des paiements change sous l'influence des 3 facteurs qu'on a vus ensemble. Ça crée un nouveau modèle et ce nouveau modèle permet de créer des offres hybrides comme celles qu'on vient de voir, permet de développer des nouveaux business models et d'avoir des stratégies et des positionnements d'entreprises différents. Alors chez DXC, on a une matrice de maturité d'open banking. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on a un outil qui nous permet de dire, si on prend une situation, si on prend une entreprise, que ce soit une banque ou un retailer, quelles sont les questions à se poser pour avancer dans Open Banking et profiter de ce nouveau terrain de jeu. Sur 4 cadrans, bien sûr des questions sur la stratégie. Quel est mon modèle bancaire? Quelle est l'offre? Quel positionnement on veut avoir? Quel degré d'ouverture on veut avoir vis-à-vis des acteurs tiers? Des impacts métiers. Quel métier on veut avoir, quelle est l'expérience utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire également sur mes canaux de distribution, qu'est-ce que ça veut dire pour mes offres, des impacts humains sur les collaborateurs, sur la culture de l'entreprise, sur l'animation de l'écosystème, qui quelque part est sous-entendu par la DSP2, parce que finalement quand on publie des API et qu'on doit informer les utilisateurs de nos API, ça veut dire qu'on fait vivre un écosystème et qu'on est en lien avec le reste des utilisateurs. Et puis, bien sûr, des questions au niveau applicatif et technique. Donc là, architecture cible, quel type d'API, quelle gestion des API, etc. Et finalement, on pense qu'avec cette approche-là, on est en train de rebâtir la banque de demain. Donc ce n'est pas la banque qui est en train de partir en pièces, comme on l'a vu tout à l'heure, mais la banque ou un service de paiement qui est en train vraiment de se construire, mais avec cette approche plus d'agrégation de services. Alors pour poursuivre avec notre exposé de ce matin, on va couvrir ces 3 facteurs disruptifs et on va faire intervenir des différents témoins. On va parler des nouveaux usages et notamment d'instant payment, avec 2 intervenants, on l'a vu. On parlera des régulations et des nouvelles technologies. Donc pour enchaîner sur notamment les nouveaux usages, on a demandé à d'intervenir. Donc vous savez que STET est l'organe de règlement compensation pour la communauté française et d'autres communautés, mais Rodolphe nous en dira plus. C'est un moment de grande actualité pour STET, puisque c'est une chose connue. STET a annoncé avec la communauté belge le fait d'ouvrir des capacités d'instant payment sur la Belgique très prochainement. Donc Rodolphe Meyer, directeur marketing et développement de STET, va venir partager avec nous son actualité et sa vision de l'offre des paiements. Voilà, merci Rodolphe.